Bienvenue sur Huntington Podcast, le podcast dédié à la maladie Huntington. Je suis Thomas, ma famille est touchée depuis plusieurs générations par la maladie de Huntington. J'ai été l'aidant pendant plus de 10 ans au quotidien de mon père. J'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, malades, aidants, porteurs, personnels du corps médical, pour nous aider à comprendre et mieux vivre avec la maladie. Tous nous expliquent les différentes étapes par lesquelles ils passent et comment ils avancent et continuent dans la vie. Ce podcast est soutenu par l'association Huntington France. Présente sur tout le territoire, elle s'occupe de faire connaître la maladie, de financer la recherche médicale et d'accompagner les malades, leurs familles, dans toutes les étapes de la maladie. Je vous conseille vivement d'y adhérer pour recevoir les dernières actualités. Vous retrouverez le lien du site internet dans la description de l'épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour Louise, bienvenue sur Huntington Podcast. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, on va parler avec toi du parcours pour avoir ta fille avec le don d'ovocytes à l'étranger. Oui. Et donc, peut-être que tu peux commencer par nous parler de la première fois que tu as entendu parler de la maladie de Huntington. La maladie de Huntington, donc c'est ma maman qui était malade. Elle est décédée en 2022 et à 61 ans. Donc, elle a été malade pendant 15 ans. Donc, c'est voilà, par ma maman. Et moi, j'ai fait le test à mes 18 ans, en 2009. Oui, voilà. Parce qu'en fait, pourquoi on est là aujourd'hui, c'est que en fait, t'es porteuse. Oui. Et donc, ta volonté, c'était de ne pas transmettre le gène. Oui. Quand tu as eu un désir d'enfant, de ne pas transmettre le gène. Et donc, c'est un peu ça que tu vas nous raconter à travers ton parcours. C'est ça. Et donc, vas-y, première étape du parcours, qu'est-ce que ça a été pour toi ? Donc, j'ai rencontré le papa de ma fille en octobre 2019. Donc, les deux options qu'on avait pour avoir un enfant sans transmettre la maladie, c'était donc le DPN, ce qu'on appelle le diagnostic prénatal. Donc, en fait, c'est une biopsie de trophoblaste qui est réalisée entre 11 et 14 semaines aménorrhées. Et donc, il prélève un fragment du placenta. Donc voilà, c'est fait avec une aiguille sous contrôle échographique. Soit c'est par voie abdominale ou vaginale. Et c'est fait sous une anesthésie locale. Donc, il y a des risques qui sont entre 8 et 10 jours après avoir fait l'intervention, de fausse couche, rupture ou infection de la poche des os. Et on a les résultats 10 jours à peu près. Notre conseillère en génétique nous appelle pour fixer un rendez-vous téléphonique pour annoncer les résultats. Et la deuxième option, c'est le DPI, donc diagnostic pré-implantatoire. Donc, c'est le processus d'une FIV où ils font donc un test génétique sur les embryons. Et ensuite, ils implantent s'il y en a qui ne sont pas porteurs de la maladie. Mais voilà, c'est ça, on peut pas le faire n'importe où. Il y a des villes spécialisées et l'attente est plutôt longue. Donc, avec du coup le papa de ma fille, on avait décidé de se lancer avec le DPN, donc diagnostic prénatal. Et juste, Louise, qui te conseille entre DPN ou DPI ? C'est une conseillère en génétique. D'accord, donc bien souvent, il faut se rapprocher de ta neurologue qui, elle, va te mettre en contact avec la généticienne. C'est ça. C'est ça. Oui. Ok. Donc vous avez fait votre choix sur les conseils de cette généticienne. On est parti sur le DPN parce que ça, à l'époque, ça nous semblait le plus rapide si ça fonctionnait. Voilà. Sauf que c'est quand même une chance sur 2 à chaque fois. Donc, donc du coup, je suis tombée enceinte de la première grossesse en mai 2020. Donc j'ai fait le test génétique par voie abdominale vers 13 semaines aménorrhées. J'ai eu du coup les résultats le 21 juillet 2020. Le bébé du coup était porteur de la maladie et donc j'ai fait une interruption médicale de grossesse le 27 juillet. Donc j'étais à 14 semaines aménorrhées, donc quasiment 3 mois. Donc c'est une opération ambulatoire, voilà, c'est un curetage. Ensuite, je suis tombée une deuxième fois enceinte en octobre 2020. J'ai fait derrière une fausse couche.
Sur le cycle d'après, je suis retombée enceinte en novembre 2020. Là, j'ai fait une fausse couche début janvier 2021, donc j'étais à 7 semaines aménorrhée. Donc là, sur l'année 2020, Mm. tu as eu 3 grossesses, Oui. quoi. Ouais, 3 grossesses. D'accord. Wow. Donc, ce qui est quand même un rythme soutenu. Oui. Oui. Et là, à ce moment-là, tu étais dans quel état d'esprit? Mais disons que je m'étais préparée au test génétique. Ça, j'avais en tête comment ça se passait, etc. Mais j'avais pas en tête les fausses couches. Donc, 2 fausses couches d'affilée, c'est vrai que ça a rajouté des difficultés sur le parcours que j'avais pas préparé. Donc, en effet, ça a été compliqué à gérer parce que du coup, après, pendant les 3 mois, on a peur des fausses couches et on a peur du test génétique qui est une chance sur 2, quoi. Donc oui, non, c'est très lourd à gérer. Donc, tu as continué sur 2021? Ouais. Donc je suis tombée une 4e fois enceinte début septembre 2021. Donc là, j'ai fait le test génétique par voie vaginale le 15 novembre. J'ai eu les résultats donc 10 jours après, le 25 novembre. Donc le bébé n'était pas porteur. Et on nous annonce que c'était une petite fille. Donc là, on est vraiment très heureux parce que 3 mois en étant enceinte, et qu'on a une chance sur 2 de le garder, c'est juste horrible. On vit avec des scies pendant 3 mois, on peut pas se projeter. Voilà, c'est vraiment très lourd. Et l'attente de l'appel de la généticienne, les 10 jours sont atroces. Donc dès que quelqu'un nous appelle et qu'on voit que c'est pas la généticienne, on pète un plomb. Enfin, c'est vraiment, ça a été vraiment lourd cette attente. Donc voilà, quand on apprend que le bébé est pas porteur, eh bien on est vraiment heureux en fait. Là, on se dit ça y est, c'est notre tour et feu. Et puis en plus, c'était une petite fille, donc on était vraiment heureux, clairement. Et donc le 15 décembre, un mois après avoir fait le test génétique, donc je suis au travail et là je perds les os. Donc je suis complètement toute mouillée. Je pars en urgence du coup à l'hôpital, aux urgences maternité. J'appelle le papa. Entre-temps, on se retrouve là-bas. On nous fait du coup une écho en urgence. Le cœur de notre fille battait toujours. Mais on nous fait comprendre que voilà, il y a quasiment plus de liquide et que au stade de la grossesse, qui était quand même très tôt encore, que ça allait être compliqué parce que le liquide est très important pour la suite de la grossesse. Donc on nous dit que parfois ça peut fonctionner, mais que clairement c'est mal engagé. Donc là on reste hospitalisé. Donc on est arrivé le mercredi et donc là sur plusieurs jours, voilà, on attend. On nous fait des contrôles avec le Doppler, il contrôle le cœur tous les jours. Donc voilà, on se tient à ça. Ça bat encore. Et puis le lundi, en faisant le Doppler, la sage-femme, elle trouve pas le cœur. Ah. Donc après, on fait une écho avec un des médecins et là, il nous dit froidement que le cœur s'est arrêté et que la grossesse s'est arrêtée. Voilà. Donc ça, c'était horrible. En plus, on nous dit ça très froidement. C'est voilà, tout un contexte horrible. Et le lendemain, j'ai du coup fait un accouchement par voie basse parce que j'étais à 3 mois et demi de grossesse, donc de ma petite fille qui était mort-née. Et on était dans le service des maternités, donc toute la journée, on entendait les femmes qui accouchaient à côté. Et voilà. Donc ça, on est ressorti le lendemain de l'hôpital, donc quelques jours avant Noël. On avait prévu d'annoncer à tout le monde que c'était une petite fille. Enfin, voilà, on ressort de là vidé, vraiment dans tous les sens du terme. Donc là, ouais, ça a été très compliqué. Après la suite, moi, j'ai été arrêtée 2 mois, j'ai changé de travail. Et clairement, j'avais pas la force de refaire le même processus du DPN. Enfin, voilà, 4 grossesses et
c'était trop lourd psychologiquement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Et juste, Louise, ouais. après les 4 grossesses, et on va dire ça marque un peu une étape pour toi. Comment t'étais accompagnée, je veux dire, d'un point de vue déjà psychologique, t'étais entourée? Sur le moment, pourtant j'ai toujours été suivie, j'ai toujours régulièrement vu des psys, mais sur le moment, j'avais même plus la force en fait de raconter les histoires. J'avais plus envie. Enfin là, c'était vraiment ouais. J'avais sur le moment en tout cas, ouais, j'avais pas envie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup en janvier 2022, je vais chez ma gynécologue qui me suit depuis le début. Donc je lui explique tout ça, mon état d'esprit, mais en même temps, voilà, quand même cette volonté de avoir un enfant. Et en fait, elle me parle du don d'ovocytes à l'étranger. Et elle me dit que voilà, j'ai un terrain favorable, qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et en fait, je suis ressortie de ce rendez-vous avec un espoir énorme, en fait. Ça m'a vraiment fait un bien fou d'avoir cette option en tête à laquelle je n'avais absolument pas pensé. Et vraiment, sur le coup, ce moment-là, ma gynéco, elle m'a vraiment sauvée, quoi, clairement. Ça m'a fait un bien fou. Et puis, du coup, après, je me suis mise à me renseigner sur ça, sur le don d'ovocytes, du coup, à l'étranger. Oui, parce qu'en fait, ce qui est fou quand on a préparé l'épisode, c'est ce que tu me racontais, c'est que les médecins qui te suivaient jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à ce moment-là, ne t'avaient jamais parlé de ça. Donc, bien évidemment, t'étais pas au courant. Et en fait, là, on t'apprend ça, et donc là, tu commences à te dire, ouais, mais pourquoi on m'en a pas parlé? Oui, mais parce que c'est pas légal en France. Voilà. Là, on parle voilà du don d'ovocytes à l'étranger rémunéré, et ça, ce n'est pas légal en France, donc ils en parleront pas. Et même ma gynécologue me l'a dit qu'elle avait pas le droit de me renseigner sur ça. Mais ce qui est légal en France, c'est le don d'ovocytes qui n'est pas rémunéré. C'est ça. Mais ça va être voilà sur les femmes qui ont des problèmes pour avoir des enfants pour d'autres raisons, ou voilà, ça va être c'est très spécifique. Et puis il y a surtout très peu de donneuses parce que ce n'est pas rémunéré et que c'est quand même une contrainte physique un petit peu quand même pour celle qui le fait. Voilà, c'est des hormones, etc. Donc, et il y en a très peu. Donc, c'est ça qui est compliqué. Et t'as pas essayé quand même, parce que même si c'est compliqué, t'as pas essayé de tenter de te dire, si c'est légal. Jamais envisagé de la version française, non. Et je pense que du coup, comme il y en a très peu et que beaucoup de personnes en demandent dans les couples qui ont des problèmes de fertilité, j'aurais peut-être pas été en haut de la liste, quoi. Donc, non. Et juste pour avoir une idée des délais, parce que tu dis c'est très long, mais c'est combien les délais? Je pense que c'est plus d'1 an d'attente, je pense, en vrai. Pour faire un essai, en fait. Pour avoir une donneuse compatible physiquement, pour voilà parce qu'en plus, je crois que alors après je connais pas trop le sujet en France, mais je crois que il fonctionne entre organismes, et donc la donneuse et la receveuse doivent être dans le même organisme, quoi. Donc faut vraiment tomber sur une donneuse qui ressemble physiquement à la receveuse. Enfin voilà, ça peut être un peu long. Donc t'apprends ça. Oui. Et c'est quoi le premier réflexe? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur Internet? C'est ça. Donc je me mets à me renseigner. J'hésite entre l'Espagne et la République tchèque. Mais finalement, je trouve que l'Espagne, c'est un peu trop la consommation, et la façon de procéder, c'était pas ce qui me tentait. On regarde la République tchèque et on rencontre sur Bordeaux, il y avait une réunion où du coup il y avait une représentante de la clinique de Zlín où on a été en République tchèque qui était là sur cette journée-là. Donc on a été la rencontrer pour échanger du coup avec elle et tout écouter les informations. Et puis du coup après oui, on a lancé le projet et ça allait très vite en fait. Donc là. Et attends, juste avant de passer à ce projet-là, ce que tu dis entre l'Espagne et la République tchèque, et tu dis l'Espagne c'est un peu trop commercial. Est-ce que tu peux déjà en dire plus? Et puis toi, tu t'es renseigné que sur ces 2 pays-là, mais
En fait, Il y a, il y a de oui, nombreux oui, autres il y a pays d'autres, oui, oui, européens. il y a d'autres pays. Mais c'est vrai que ma gynécologue m'avait parlé de la République tchèque, qu'elle avait eu des bons retours par des patientes. Et donc, c'est vrai que voilà, je me suis tournée sur ça. Et c'est vrai que l'Espagne, voilà, il y a dans les retours de ce que j'avais pu lire, ça faisait quand même, c'était quand même plus cher aussi. Ils font beaucoup où les embryons ils congèlent en fait tout et après ils décongèlent pour le jour de l'implantation. Enfin voilà. Alors qu'en République tchèque où nous on a été, c'est sur du frais, donc c'est-à-dire Hmm. je sais. Oui, c'est-à-dire que ça se fait le jour même en République tchèque. Voilà, sur une semaine, on attend le processus, mais c'est du frais. Voilà. Mais je Mhm. vais Ok. expliquer plus en détail. Ouais, vas-y. Et donc, du coup, en février, voilà, 2022, on prend contact donc avec Ivona. C'est la consultante française de la clinique de Zlin, du coup. En mai, on envoie des photos de moi et de notre couple pour qu'ils puissent trouver une donneuse qui me ressemble. Et en septembre, on part une semaine sur place. Donc, en fait, le processus que j'ai suivi, début août, j'ai fait une piqûre pour déclencher les règles et bloquer les ovaires. Le fin août, j'ai pris d'autres médicaments pour préparer l'endomètre pour le futur embryon. Début septembre, j'ai juste fait une écho avec ma gynécologue pour voir l'épaisseur de l'endomètre et s'il il est bien comme il faut. Toujours voilà pour accueillir l'embryon. Et ensuite, le 14 septembre, donc on a pris l'avion. On est passé du coup on a atterri à Vienne. Il y a un chauffeur qui est venu nous chercher. C'était quand même à 2h30 de route. Donc voilà, un taxi. Et puis le lendemain, le jeudi, donc moi je prends pareil d'autres médicaments pour tout ça. Et donc le papa fait le prélèvement de sperme, la donneuse est ponctionnée et ils font la fécondation du coup ce jour-là. Donc c'est ça que je disais quand c'est du frais, c'est que là c'est le sperme frais qui est pas congelé, pas du tout congelé. La donneuse c'est pareil et ils font la fécondation et ensuite ils attendent jusqu'à 5 jours pour qu'il soit en état de blastocyte et bien à transférer dans l'utérus du coup de la future maman. Donc là, c'est moi. Et ça t'a pas fait peur? Parce que là, en effet, ça a l'air vachement bien C'est organisé, très bien etc. organisé. Voilà. Mais quand la première fois, t'as vu que c'était en Espagne, en République tchèque, tu t'es pas dit, ah, c'est à l'étranger, je parle pas la langue. Tu vois, t'as pas eu cette appréhension un peu? Alors moi non, mais parce qu'en fait là-bas il y a avec la coordinatrice qui parle français, c'est très simple et elle répond dès qu'on a des questions avant d'arriver on envoie des mails, elle répond à X mails à chaque fois, elle explique bien, elle connaît son métier sur le bout des doigts et vraiment on a été super bien entourés. Enfin, pas une seule fois j'ai eu peur ou j'ai pas du tout, au contraire. Enfin, j'ai vraiment passé une semaine sur place que c'était marrant en fait. Enfin moi vraiment parce que du coup on arrive en même temps avec d'autres Français et c'est vrai qu'on s'est fait amis avec un autre couple qui était là sur la même semaine que nous et en fait c'était super excitant d'attendre tous les résultats du coup de ce que ça allait donner, même si tout le monde avait sa peur que ça fonctionne pas. Mais oui oui, moi j'ai adoré. Enfin, on a adoré ce temps là-bas, c'était super en fait. Ouais, c'était vraiment une bonne clinique, c'est très bien organisé. Et du coup, en effet, après le mardi, on apprend du coup il nous reste de 2 embryons. Donc, ce qui n'était pas énorme, ce qui n'était pas beaucoup voilà, il y en a beaucoup qui se sont perdus au cours des jours. Donc, à la fin, voilà, il reste 2 embryons. Et donc, ils m'en ont implanté un le mardi. Et il y en a un qu'on a mis en congélation. Parce que là, le risque, c'est en fait de potentiellement perdre tous les embryons, qu'il y en ait aucun C'est qui... possible. C'est possible. C'est un risque Ça peut élevé. arriver. Oui. Ouais. Et donc, dans ce cas, imaginons qu'il y aurait eu ce risque élevé qui, tu les aurais tous perdus la première fois. C'était quoi Eh bien, il me semble la que tu suite? peux retourner. Ils te font un petit prix, mais il faut que tu retournes. Tu y retournes. Mais c'est ça,
les parcours de FIV, hein, Ouais. c'est Ok. jamais les doigts dans le nez. Mhm. Et donc, toi, il en restait Il en 2, donc restait ils t'en 2, implantent donc un. ils en ont mis un. Et donc, voilà, moi j'ai l'implantation dans l'utérus le mardi. Et le lendemain, on repart en France. Donc, on reprend l'avion. Et puis, le 29 septembre, je fais ma prise de sang et je suis enceinte. Donc, très heureux, même si, évidemment, on avait toujours nos appréhensions de parcours compliqués. On avait toujours quand même certaines peurs. Mais voilà, et je suis tombée enceinte et ça a tenu. Parce que du coup, j'ai ma fille Sophia qui est née le 3 juin 2023. Donc voilà. Félicitations. Donc Merci. voilà, on va dire le parcours du Mm. combattant se termine avec Une une touche bonne nouvelle. positive, ouais. Oui, oui. Ouais. Et Louise, est-ce que tu peux nous donner les modalités donc du don d'ovocytes à l'étranger, alors notamment le prix que ça coûte? Donc nous, on en a eu pour 7 000 € tout compris, avion sur place avec le taxi. Donc il y a la CPAM qui a pris une partie, donc nous a remboursé 1 800 €. Mais c'est un long processus de remboursement. Ma mutuelle, elle a remboursé 800 €. Donc ensuite, avant ça, on avait payé une avance de 1 000 €. Mhm. Et on avait aussi une réduction en s'adhérant à l'association Les Cigognes de l'Espoir. Et aussi, voilà, la donneuse, elle est anonyme. Et l'hôtel est dans la clinique. Donc ça, c'est cool. Il y a le taxi qui nous fait les transferts de l'aéroport. Et on emmène tous les médicaments qu'on a besoin sur place. Parce que ce qui est fou, c'est qu'en fait, ce n'est pas légal en France de faire un don d'ovocytes rémunéré, mais la sécurité sociale te rembourse une partie, C'est ça. si tu le fais à l'étranger. Paradoxe parfois de l'organisation française. D'accord. C'est ça. Ça rentre dans... parce que je crois que en France, on a le droit à 5 FIV remboursés. Et donc là, moi, c'était du coup ma première. Donc, c'était à l'étranger, mais du coup, c'est toléré vu que... Voilà. Et donc, ils acceptent de rembourser une partie. Mais en effet, ma gynécologue avait écrit un mail pour la CPM en expliquant le parcours. Et pourquoi, du coup, on partait faire ça. Et donc aujourd'hui, donc t'as accouché en 2023. Mhm. Avec le recul aujourd'hui, comment tu vois un peu ce parcours qui, on va dire, en 2020 a commencé avec beaucoup de fausses couches sur la même année. Après 2021, pareil, on va dire un début de bonnes nouvelles, mais qui finalement se termine pas du tout comme tu l'espérais. Et puis voilà, de 2020 à 2023, bon, c'est quand même 3 ans pas faciles. Mm. C'est quoi ton regard sur ces années-là? Beaucoup de souffrance. Vraiment, ouais. C'est de... Même si on a une fin positive, c'est beaucoup de souffrance. Ça, c'est sûr. Mais voilà, on lâche pas. Il faut pas lâcher. Et il faut toujours y croire. Et voir toutes les options qu'on peut avoir. Mm. Et si c'était à refaire, si par exemple il y avait la Louise de 2019 qui venait te voir et qui te demandait comment faire, tu lui expliquerais comment? Moi, je pense que je partirais plus sur un DPI. Pourquoi? Parce que je pense qu'à l'époque, je prenais un peu à la légère le fait d'être enceinte pendant 3 mois et de se dire, bon, si le bébé est porteur, on recommence et voilà. Mais en fait, 3 mois enceinte, c'est juste très dur à vivre. Donc, sachant qu'à la fin, c'est pile ou face avec son bébé. Donc ça, ouais, je pense que je ferais peut-être un DPI qui m'a fait peur à l'époque pour les délais et le fait que ce soit pas, voilà, qu'il faut aller dans une autre ville. Mais en fait, on s'en fiche de ça. Et enfin voilà, moi je pense que je ferais un DPI en premier. Mais parce que j'ai eu un parcours difficile, il y en a d'autres, ça peut marcher du premier coup et voilà. Mais c'est sûr qu'il y a
pas de bonne solution. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de solution toute faite. Non. Et donc, en effet, il faut réfléchir, peser le pour et le contre. Et bon, en effet, tu peux pas conseiller à quelqu'un d'autre de suivre exactement le parcours que tu as suivi, mais on va dire tu lui parleras de tes expériences, quoi. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Louise? Moi, je voulais expliquer un peu ma vision que j'ai du don d'ovocytes et vis-à-vis de ma fille. Donc en effet, moi j'ai eu du mal à prendre confiance en moi, mais aujourd'hui je vis pleinement mon rôle de maman et je prends vraiment plaisir, même si c'est dur et fatigant, et je me remets tout le temps en question pour essayer de faire au mieux pour ma fille. Et pour moi, concernant le don d'ovocytes, voilà, la donneuse, elle a sa place de donneuse et elle est anonyme. Moi, je veux pas qu'elle ait un statut plus important. La maman, c'est bien moi, et le fait qu'on n'ait pas la même génétique, ça n'a jamais été un souci pour moi, au contraire, et je ne souhaite pas faire un sujet tabou sur ça. Donc je lui en parle parfois, mais c'est pas évident de trouver les mots, donc j'essaye d'expliquer avec les doudous, par exemple. Et ma fille, voilà, je l'aime vraiment d'un amour fort, et je sais qu'elle est aussi têtue et brusque que moi, et je sais qu'il y en aura d'autres ressemblances plus tard. Et voilà, avoir un enfant, c'est un projet à 2 ou solo, mais c'est une volonté personnelle. Mais avoir un enfant, c'est pas que transmettre sa génétique et nos traits physiques. C'est même purement égoïste de penser que c'est que ça. Être parent, c'est apporter de l'amour au quotidien. C'est être là quand il est malade, c'est faire les petits pots, c'est se réveiller 100 fois la nuit pour ramasser la tétine, c'est attendre au jeu dans le froid, c'est transmettre nos valeurs, c'est partager des moments de joie et de peine et de peur. Voilà, c'est ça être parent, et la génétique, pour moi, ça n'a rien à voir là-dedans. Et c'est soi-même qu'on le découvre et qu'on le perfectionne au fil du temps. Et aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment fière d'avoir eu ma fille comme ça et de pas transmettre la maladie. Et comme je l'ai dit, par contre, le parcours détruit et laisse des séquelles, mais la fin en vaut les moyens. Oui, si une porteuse de Huntington viendrait te voir, tu lui conseillerais de quand même essayer malgré tout ce qui t'est arrivé, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr, si la personne veut des enfants, parce que tout le monde n'en veut pas, mais si la personne veut des enfants, oui. Ok. Après, moi, je sais que je l'avais en tête depuis jeune, que si je devais avoir des enfants, il fallait commencer le processus tôt, parce que je savais que ça pouvait être long. Donc, mais du coup, c'est ce qui s'est passé. Ça a été plus ou moins long, et donc c'est pour ça qu'on avait enchaîné assez rapidement sur le projet bébé avec le papa de ma fille, ouais. Alors en effet, c'est long, mais en fait, il faut un temps pour tout. C'est-à-dire que tant que t'es pas prêt à avoir un enfant, il faut pas lancer le processus parce qu'on te dit que c'est long. Non. Voilà, parce que et donc toi, on le voit. De toute façon, on le voit parmi si t'interroges d'autres porteuses qui ont eu des enfants, vous êtes pas deux à avoir eu le même parcours, en fait. Non. Il faut savoir que c'est long et potentiellement anticiper certaines choses. C'est ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Louise, pour conclure cet épisode? En effet, c'était important pour moi de faire ce podcast pour parler de cette option, parce qu'elle nous est absolument pas proposée par les médecins qui nous suivent pour avoir un enfant sans transmettre la maladie, car en effet, c'est pas légal en France, et j'espère que cette option pourra aider d'autres couples fragilisés en difficulté. Voilà. C'était important pour moi. Super, écoute, en tout cas, merci Louise de nous avoir raconté ton histoire. Avec plaisir. Est-ce que s'il y a des couples qui souhaitent te contacter? Oui, avec plaisir. Ils peuvent le faire. Ils peuvent me contacter. Il y a l'adresse email du podcast qui est dans la description de l'épisode, et je te transférerai les messages des personnes qui veulent te contacter en direct. Donc voilà, en tout cas, merci, parce que c'est de par les expériences de chacun que on arrive à
à tous en apprendre un peu plus sur cette maladie et à vivre et à continuer sa vie. C'est pas parce que on est porteuse que on peut pas avoir des enfants et avoir une vie normale, même si avec la maladie on n'aura jamais une vie 100% normale. Merci à toi, Louise. Avec plaisir. Et beaucoup de bonnes choses pour l'avenir. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que c'est la meilleure manière d'être informé sur la recherche et la prise en charge de la maladie. Adhérez à l'association. Merci à tous et à bientôt.